Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact. La France préside en 2011 le G20, c'est-à-dire le groupe des 20 premières puissances économiques mondiales. Depuis la crise financière de 2008, le G20 semble avoir éclipsé le G8 et s'est imposé comme le cadre privilégié de la gouvernance mondiale. Les sujets à l'ordre du G20 sont considérables. Réduction des déséquilibres macroéconomiques, lutte contre la volatilité excessive des prix des matières premières et notamment agricoles, régulation du système financier international. Ces sujets peuvent-ils être traités au sein du G20 ? Les divergences entre pays émergents et pays industrialisés ne sont-elles pas trop puissantes ? Enfin, qu'attendre de la présidence française du G20 ? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants deux observateurs avertis des relations économiques internationales, Nicolas Bavrez et Christophe Jaffrelot. Impact, c'est tout de suite. Nicolas Bavrez, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste, vous êtes aussi historien et avocat. Vous êtes l'auteur notamment, entre autres ouvrages, de Après le déluge, la grande crise de la mondialisation, qui est sorti chez Perrin en 2009. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Christophe Jaffrelot, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Vous avez dirigé d'ailleurs de 2000 à 2008. Vous êtes aussi le président du groupe de travail sur les pays émergents de l'Institut Montaigne. On vous connaît également parce que vous êtes un grand spécialiste du sous-continent indien et vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'Inde et le Pakistan notamment, et vous avez publié en 2008 un ouvrage sur les pays émergents qui s'appelle d'ailleurs Pays émergents aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Nicolas Bavrez, le G20 existe depuis 1999, cela fait Oui. donc 12 ans. Il a été créé à l'initiative des Canadiens, je crois. Il y a deux autres sommets ou réunions ou forums qui existent, le G7 et le G8. On n'en entend plus du tout parler. Pour quelles raisons est-ce que le G20 a, ces dernières années, supplanté notamment le G8 ? Parce que le G20, il est très lié aux deux mots qu'on a utilisés, le mot de crise et de mondialisation. Aujourd'hui, la caractéristique du XXIe siècle, c'est que c'est un monde où le capitalisme est devenu universel et c'est un monde multipolaire. Donc les institutions type G8, qui était un club occidental, ne correspondent plus du tout à cet état de la mondialisation qui fait qu'une bonne partie du capitalisme a basculé vers le sud, puisque les pays émergents font maintenant 52% de la production industrielle. Et puis l'autre mot, c'est le mot de crise. Pourquoi est-ce que ce G20 a connu, j'allais dire, deux formes ? Eh bien parce qu'il y a eu deux crises, et ça montre que son existence est indissociable de celle des chocs et des crises de ce capitalisme universel. Il est apparu en 1999 sous une forme technique, c'était les ministres des Finances, à la suite de la crise asiatique de 1997. Et puis ensuite, avec le grand choc de la mondialisation qui démarre à l'été 2007, mais qui éclate vraiment avec la chute de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, là, on a eu une forme politique du G20, qui a été notamment promue par la France, avec l'idée de réunir, là non plus les ministres des Finances, mais les chefs d'État et de gouvernement des 20 pays les plus importants. Christophe Jaffrelot, quels sont les rapports de force politiques, économiques qui existent au sein de ce G20, de cette instance donc, qui réunit les 20 plus importantes puissances économiques mondiales, et notamment ceux qu'on appelle, ou ces groupes de pays qu'on appelle de façon un peu barbare, les BIC, les BRIC, on ne sait plus trop d'ailleurs comment les appeler, les rapports de force. Il y a effectivement au sein du G20 l'ancien directoire du monde, G7, plus que G8 d'ailleurs, qu'à la Russie est maintenant davantage porté à être du côté des émergents que du côté de l'ancien directoire. Et puis un nouveau groupe qu'on a du mal à qualifier effectivement parce qu'il est mouvant, il change de géométrie en quelque sorte avec le temps. On l'appellera le G5 pour faire bref, c'est les BRIC au pluriel, c'est Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, puisque désormais, dans les sommets des BRICS, donc. On peut dire les BRICS maintenant en quelque sorte, mais pas avec un X, avec un S à la fin. Et dans ces sommets, donc, il y a l'Afrique du Sud, ce qui est tout à fait intéressant en termes de rapport de force, parce que ça veut dire qu'effectivement, on a un bloc qui commence à peser. Et puis, on est sorti d'une logique purement économique. Les BRICS, c'était d'abord Goldman Sachs se disant, bon, ben voilà, des pays qui vont avoir un taux de croissance tel que... Le chief économiste de Goldman Sachs qui tout a créé fait, en l'acronyme 2003, BRIC. Voilà, il a fait ce qu'on appelle de la prophétie autoréalisatrice. Donc, ces pays ont longtemps attendu avant de se retrouver, et puis ils se sont rendus compte que puisqu'on les appelait, on les dénommait sous un même label, ils pouvaient aussi se l'approprier. Et dans ces BRICS initiaux, il n'y avait pas d'Africains.
Si le mois dernier, l'Afrique du Sud se joint au groupe, eh bien, c'est qu'on sort d'une logique purement économique, c'est qu'on n'est pas sur des pays émergents qui vont peser sur l'économie et qui pèsent déjà sur l'économie, mais on a aussi une dimension politique. On veut que tous les continents soient représentés. Et de tous les Africains, c'est bien sûr l'Afrique du Sud qui pèse le plus. Donc, le rapport de force, il va se dessiner. On va voir comment les choses vont se dessiner, mais probablement que face aux Occidentaux, il y aura une forme de coalition des émergents dont il faudra prendre la mesure sur des dossiers qui sont au menu du sommet de Cannes. Messieurs, est-ce que c'est pas artificiel ces sommets G7, G8, G20? Finalement, ça revient au même en termes d'infrastructure. Le G20 n'a pas de secrétariat permanent, il n'a pas d'administration, il n'a même pas d'existence juridique, il n'y a pas de personnalité morale. Mais ça, c'est très bien. Est-ce que le G20, en dépit de ses inconvénients peut-être, prend des décisions? Est-ce que le G20 prend des décisions? Ou est-ce que c'est juste une instance, un forum de discussion vaguement globalisé? Alors, le G7 et le G8 étaient devenus des rituels vides de sens. Et donc, ça, c'était la critique principale. Le G20, on verra comment est-ce qu'il va évoluer. Mais c'est vrai que, comme je le rappelais, pour l'instant, si on le juge sur son existence récente, il a incontestablement pris des vraies décisions. Lesquelles, par exemple? Quand on regarde un peu l'histoire, la crise des années 30, il y a eu une occasion majeure d'arrêter les choses et d'avoir une sortie de crise coordonnée. C'était la conférence de Londres en 1933. Et à ce moment-là, les grandes puissances de l'époque se sont battues. Et puis, ça a été le cycle des protectionnismes et des dévaluations compétitives. On pouvait vraiment avoir la même chose en 2008. On avait vraiment la structure d'une grande déflation mondiale. Celle-là, elle a été interrompue et le G20 a joué un rôle déterminant. C'est au sein du G20 dès la fin 2008 qu'on a décidé de ne pas recourir au protectionnisme. Alors bien sûr, il y a eu plus de 1000 mesures protectionnistes, mais elles n'ont porté que sur 1,5% du commerce mondial, c'est-à-dire une toute petite partie. Donc ça a été très important. Sur les plans de relance à Londres, il n'y a pas eu de plan de relance mondial vraiment, mais il y a eu un signal politique donné au marché très important que les États ne laisseraient pas crouler les marchés financiers et ne laisseraient pas s'installer la déflation. Et ça, c'est le G20, c'est grâce au G20. Ah, ça, c'est vraiment, incontestablement. C'est vraiment le G20. Là où le bilan est plus partagé, c'est sur la stabilité financière, où on a eu des débuts de réformes, mais où les régulations des différents pôles restent très éclatées. Mais il y a un autre dossier sur lequel le G20 a eu un vrai impact, c'est la réforme du FMI, qui était bloquée depuis des années. Et là encore, on a eu clairement une véritable avancée. Alors, pour l'avenir, j'allais dire, vous parliez d'institutions, etc. Moi, je crois que est-ce que le G20 peut s'institutionnaliser? Mais moi, je crois que c'est très bien, justement, que le G20 reste une structure souple, légère. Je pense que le G20 n'a pas vocation... Même informelle. Oui, parce que il ne faut pas donner l'illusion que le G20, on a parlé du directoire sur le G8, que c'est l'espèce de... Non, mais surtout que c'est le gouvernement du monde. Oui. Je pense qu'il est très important de maintenir le G20 sur ce sur quoi il est utile. C'est-à-dire, premièrement, en priorité, l'agenda économique et financier, gérer les risques systémiques de la mondialisation. Et ça, c'est très important. Le G20 ne peut pas se substituer à l'ONU pour un certain nombre de problèmes politiques, stratégiques, diplomatiques, où c'est l'ONU qui est légitime. Christophe Jaffrelot, est-ce que les pays émergents, pardonnez-moi, ont intérêt à ce que le G20 se perpétue dans cette forme actuelle et dans cette forme relativement informelle? Il faut distinguer dans ces pays ceux qui sont dans le Conseil de sécurité de l'ONU et qui, du coup, sont dans une structure qui est institutionnelle, la Chine, la Russie, et puis les autres. Pour les autres, le G20, c'est quand même l'occasion de faire partie d'un club où leur voie porte enfin. L'Indonésie, l'Arabie Saoudite, par exemple, la Turquie. Et plus gros encore, la Chine, l'Inde, le Brésil sont des pays qui veulent à tout prix entrer dans le Conseil de sécurité. On ne leur a pas ouvert la porte, en dépit de pressions répétées. Là, au G20... C'est un lot de consolation, quoi. Plus que cela, au sens où non seulement leur voix porte, il faut savoir qu'un économiste comme Manmohan Singh, Premier ministre de l'Inde, est une des voix qui porte dans des décisions importantes. Et puis deuxièmement, effectivement, ça retentit sur le système onusien. Le FMI, la révision des quotas, des quotes-parts, eh bien, c'est quelque chose qui s'est débloqué pour finir au sommet du G20 de Séoul. Et ça veut dire qu'il y a une communication entre les deux instances. Il y a une instance informelle, où le débat
est peut-être plus riche, du coup, en tout cas plus large, puisqu'il participe des acteurs qui ne sont pas de l'instance formelle, mais les instances formelles en tiennent compte. Donc oui, pour l'instant, on peut dire que tout le monde y trouve son compte, ce qui n'empêche que et le Brésil et l'Inde vont continuer à frapper à la porte et que la réforme du Conseil de sécurité, la réforme de l'ONU, doit finir par aboutir. Encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. La France préside cette année, en 2011, le G20. Elle préside aussi d'ailleurs le G8, mais on en parle beaucoup moins ces temps-ci. Quels sont, Nicolas Bavrez, les principaux dossiers, les principaux sujets de la présidence française ? Alors le premier, c'est la résorption de ce qu'on appelle les déséquilibres globaux de la mondialisation, donc l'espèce de système qu'on avait laissé se créer, où on avait d'un côté des États qui s'endettaient, pour consommer et importer, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne. Et de l'autre côté, des États qui, eux, épargnaient massivement, investissaient, produisaient et accumulaient des réserves de change gigantesques, comme la Chine, avec ses 2800 milliards de dollars de réserves, ou l'Allemagne. Donc l'idée, c'est de convertir les modèles pour essayer de résorber ces déséquilibres. Donc on s'est mis d'accord sur toute une série d'indicateurs qui portent sur justement l'épargne, les déficits, la dette publique, Pourquoi c'est important cette histoire d'indicateurs, effectivement ? C'est le résultat, le principal résultat c'est important du dernier parce sommet. que comme toujours, quand on veut agir, il faut commencer par connaître. Voilà. Et donc là, ça permet normalement de connaître et d'avoir un certain consensus sur l'état des lieux. C'était ça l'objectif. Et ça a commencé à être engagé, avec d'ailleurs un certain nombre de grands pays qui sont sous surveillance à cause de leur déséquilibre, dont la France. Donc réduction des déséquilibres macroéconomiques. Ça, c'était le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est de poursuivre la réforme du FMI qui a été engagée à Séoul et de la conclure. Le troisième, c'est la stabilité financière, avec des thèmes sur lesquels on n'est pas sûr de... La régulation du système financier, c'est ça ? Voilà, régulation, mais aussi éventuellement une taxe sur les transactions financières, mais sur lesquelles la France est très isolée. Et le quatrième dossier, c'était l'idée d'essayer de mettre un peu plus de transparence et de régulation dans un certain nombre de marchés clés, marché des matières premières, marché de l'énergie et marché également des matières premières, des produits agricoles. C'était ça un peu l'agenda. Alors, on peut se dire que c'est un agenda... Est-ce que ces dossiers ont des chances d'aboutir ? Alors voilà, cet agenda, il paraît gigantesque. Je ne crois pas qu'on aura le nouveau Bretton Woods qui a été annoncé. Qu'est-ce qu'on peut espérer alors ? Ce qu'on peut espérer de raisonnable, c'est premièrement avancer vraiment sur la réforme du FMI et la boucler. Et deuxièmement, en matière sur les marchés, je pense que ce qu'on peut obtenir de raisonnable, c'est d'avoir plus de transparence et plus d'efficacité ou d'encadrement, notamment pour les marchés de dérivés. Ça, ce serait très bien. On va être rattrapé néanmoins parce qu'on parle toujours des émergents, mais en réalité, les briques n'existent pas non plus sur le plan politique. Par exemple, sur les monnaies, on a la Chine et les États-Unis qui ne veulent pas qu'on mette en place un accord monétaire. Pourquoi ? Parce que les Américains ont la monnaie mondiale et les Chinois ont réglé le problème en ayant un taux de change fixe avec le dollar. Donc, quels que soient les avatars du dollar, ils n'en souffrent pas. Et donc, les deux ne veulent pas... Les émergents, par exemple, considèrent que les problèmes de stabilité financière, c'est la déraison des banques occidentales et que c'est le problème des Occidentaux, mais pas le leur. Et sur les matières premières, il y a deux grands pays qui sont la Russie et le Brésil qui regorgent de matières premières et qui n'ont aucune envie qu'on commence à aller mettre le nez dans le fonctionnement des marchés de matières premières. Donc, sur les très grandes ambitions qui ont été affichées, je pense on peut avoir des décisions, mais des décisions qui seront plus modestes et plus limitées. Sur la taxe Tobin, il est exclu d'y arriver parce qu'on est les seuls, en réalité, à porter ce dossier. Christophe Jaffrelot, que pèse la France dans ce dispositif, dans le G20 ? Des ambitions pas si modestes que ça qui ont été affichées, même si les résultats sans doute seront plus modestes. Mais de quelle manière est-ce que la France peut impulser ou faire avancer ces dossiers considérables ? C'est effectivement un vrai défi. C'est un vrai défi, d'autant que la liste, effectivement, est très ambitieuse et que pour faire avancer, ne serait-ce qu'un petit peu avancer ces dossiers, il faudra beaucoup d'énergie et de force de conviction. Alors, la France a pour elle d'avoir justement des idées, d'être reconnue à travers le monde pour une forme d'indépendance qui, tout de même, est appréciée par les émergents qui se méfient davantage des États-Unis en général.
Maintenant, dans une instance comme celle-ci, c'est des coalitions qu'il faut réussir à bâtir. C'est en tout cas des alliances temporaires. Et donc, un des défis qui va assez vite devoir être relevé, c'est essayer de discerner parmi les pays émergents notamment ceux qui sont intéressés par l'agenda qui a été mis sur la table. Et c'est un des objectifs des visites que Nicolas Sarkozy accomplit depuis quelque temps. Il est allé en Chine pour tâter le terrain, il va en faire d'autres, des visites comme celle-ci. Il faudra ajuster le tir en fonction de ce qui se révèle réaliste ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'on est face à un ensemble de pays dont les intérêts sont très divergents. Et donc, on va avoir... Est-ce que c'est pas ça le principal problème du G20 ? Ça va être un des grands défis, effectivement. Trouver un petit dénominateur commun qui permette encore d'avoir de l'ambition sans être paralysé. Les déséquilibres sont un autre des dossiers, en plus de ceux que Nicolas Bavrez évoquait. Il y a des pays qui sont intéressés au déséquilibre, car ils en profitent. Et les émergents sont plutôt de ce côté-là. À quoi s'ajoute un dernier point que je voudrais souligner, et qui est là, pour le coup, pour nous, un handicap. De plus en plus, face aux émergents, les Occidentaux reçoivent des fins de non-recevoir parce que, par principe, ils ne veulent plus se voir dicter leur conduite. On l'a vu à plusieurs reprises, c'est presque un trait de psychologie collective. On l'a vu à Copenhague dans les grandes largeurs. C'était un non aux Européens. Ça veut dire que le G20 est perçu par les émergents comme une continuation du G7, du G8, donc d'un club de pays riches ? Non, mais ça veut dire que lorsque c'est la France qui organise et qui fait l'agenda, le risque existe que ce soit perçu comme des idées venant de ce club G7 fermé ou club fermé d'hier. Donc on peut désamorcer cette affaire. Et en un sens, Cancun a suivi Copenhague en désamorçant en partie les travers de Copenhague. Ce qu'il faut, c'est que les idées viennent de leur part, réussir à ce que nos idées soient appropriées par certains d'entre eux pour qu'ils les remettent à l'ordre du jour. C'est un détour, encore une fois, psychologique et politique, mais dont il ne faut pas faire l'économie, car de plus en plus, c'est un refus de jouer les règles du jeu édictées par le Nord. On va voir ça aussi avec le BIT. Les règles du BIT sont rejetées presque par principe. Les règles de l'OCDE concernant la corruption. Les émergents ne sont pas lutter contre la corruption, mais pas comme le Nord voudrait qu'on lutte contre la corruption, etc., etc. Donc il faut réussir dans ce G20 à ce que certaines des propositions qui nous sont chères viennent aussi de la part de pays émergents. Vous parlez de coalition et de constitution de coalition pour faire prévaloir des intérêts propres à des groupes de pays homogènes. Ou des idées. Est-ce que l'Union européenne, au sein du G20, constitue une coalition, un groupe homogène, susceptible de faire triompher les intérêts de ces pays-là, des pays de l'Union européenne, et en particulier de la France, bien sûr ? Pour l'instant, elle doit faire ses preuves. Et on le voit non seulement au sein du G20, mais on le voit maintenant dans de nombreux cénacles, de nombreux, je dirais, lieux de pouvoir. Lorsque l'Allemagne ne vote pas avec la Grande-Bretagne et la France l'intervention en Libye, lorsque les divergences géopolitiques s'approfondissent à ce point, on peut se demander où est la politique étrangère de l'Union européenne et où est la cohérence, en tout cas la cohésion de l'Union européenne. C'est pour ça que, pour répondre à la question pleinement, la France pèserait beaucoup plus lourd si elle était porteuse d'un message qui ne soit pas que français, mais européen. Et ça, c'est une des priorités qu'il faut faire. En tout cas, il y a des pierres d'achoppement et il est probable que d'ailleurs l'Allemagne n'ait pas les mêmes intérêts à réduire les équilibres que nous les avons. Mais si on arrive au terme de cette émission, une dernière question en lien avec tout ce qu'on a pu dire au cours de cette émission, compte tenu des divergences d'intérêts, problèmes de coalition, le côté un peu artificiel aussi du G20 d'une certaine manière, le fait que ce soit une instance informelle, est-ce que finalement la principale instance de décision sur le plan mondial, c'est pas, on en a parlé un tout petit peu au début, le G2 en quelque sorte, et l'articulation des intérêts entre la Chine et les États-Unis, Christophe Jaffrelot? Non, je pense que ni Pékin ni Washington ne souhaitent d'abord jouer ce jeu. Et Obama répète d'une manière très raisonnable que les Américains ne peuvent plus faire autant qu'avant et qu'il leur faut des alliés. Alors, les Européens auraient tout intérêt à redevenir les alliés que les Américains aimeraient avoir, ce qui n'est pas le cas. Et il faudrait justement profiter de cette occasion pour montrer combien nous sommes utiles encore et sur une même longueur d'onde, en quelque sorte. Du côté chinois, nous grandissons en quelque sorte. La Chine elle-même se voit beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile.
Et d'abord parce que les tensions internes sont très fortes. Il faut voir par exemple combien l'inflation à 5% affole du côté chinois. Les inégalités tétanisent les élites chinoises. Donc ils sont en quelque sorte sous pression. Dans ces conditions, on peut être à l'origine d'initiatives, mais on n'est pas là pour co-gouverner le monde. Nicolas Bavrez, très rapidement. En un mot, il faut accepter qu'on est dans un monde complexe. Donc tout le monde cherche le gouvernement du monde, généralement pour le critiquer, en disant c'est le G2, c'est le G20. Non, aujourd'hui, comme on dit, c'est le monde de la complexité, le monde des chocs, des risques, d'un monde multipolaire. Donc oui, le G2 a un rôle important, mais il fait de l'américano-chinois. Ça n'empêche pas du tout et ça prive pas le G20 de sa pertinence, de même que le G20 ne réduit pas à néant l'ONU. Et il faut accepter de faire vivre ce réseau d'institutions qu'il faut arriver à coordonner et articuler. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.